a quelques 13,5 milliards d'années. Et il abrite tout un tas d'objets plus ou moins amusants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des planètes. Et plus particulièrement, comment mesure-t-on la masse d'une planète? C'est le sujet de mon TPE que j'ai mené avec 2 de mes camarades et que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez pourquoi on s'intéresse à la masse d'une planète? Eh bien c'est très simple. C'est un des critères qui nous permet de définir si la planète est viable ou non, car elle nous renseigne sur la pression à sa surface et aussi hypothétiquement sur son atmosphère. Et ça intéresse beaucoup les gens qui ont envie d'aller coloniser de nouvelles planètes. Parce que de tout temps, l'homme a été un colon, et il veut découvrir de nouveaux espaces. Bon, la seule différence, c'est que nos colons, au lieu de faire 7500 km d'eau, ils feront 76 millions de kilomètres dans l'espace. Voilà, c'est un peu plus long, et il y a des gens qui y croient. Et ça, de toute façon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Nous, on va surtout s'intéresser à comment on mesure la masse d'une planète. Pour mesurer la masse d'une planète, il faut utiliser une loi physique écrite par un physicien en 1609. Ce physicien s'appelait Kepler. Alors oui, effectivement, c'est plutôt jeune comme loi. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et de toute façon, la loi, on sait qu'elle est juste, parce qu'un mec que vous connaissez tous, depuis qu'il s'est pris une pomme sur la tête, l'a démontré. Effectivement, Newton a prouvé que les travaux de Kepler étaient justes. Mais que nous disent ces travaux? Eh bien, c'est très simple. Ils nous disent que la période de rotation d'une Lune autour de sa planète, mise au carré, divisée par le demi-grand axe de cette rotation, mise au cube, nous donne une constante K. Accrochez-vous, c'est pas fini. Que si on multiplie 4π au carré par la constante gravitationnelle par notre constante K trouvée précédemment, on trouve la masse de la planète. Vous en faites pas, je traduis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une planète, ça a des lunes. Et les lunes, elles tournent autour de leur planète, comme ça. En forme d'ellipse. Ce n'est pas un cercle. Et que si vous mesurez le temps qu'il faut à la Lune pour faire le tour complet de sa planète, que vous le mettez au carré, et que vous le divisez par la moitié de la distance maximale entre les 2 points de l'ellipse, mise au cube, vous obtenez une constante K. Et qu'à partir de cette constante, vous pouvez déduire la masse de la planète en faisant 4π au carré divisé par la constante gravitationnelle, donc qui est de 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la constante que vous avez trouvée précédemment. Donc dans le cadre de mon TPE, avec mes camarades, j'ai cherché la masse de Jupiter. Pour faire ça, on a utilisé des simulations informatiques qui nous ont permis de retracer les courbes des lunes de Jupiter autour de cette lune. Et comme ça, on a pu calculer la distance des demi-grands axes, le truc qu'on met au cube, et la période qu'il faut à ces lunes pour faire le tour. Bon, on a trouvé des résultats à peu près bons. Mais c'est difficile de trouver un résultat juste expérimentalement comme on l'a fait, parce qu'on avait des marges d'erreur qui étaient monstrueuses. On mesurait à la règle des distances. 1 cm, ça faisait 10 millions de kilomètres. Donc forcément, à la fin, le résultat est un peu faussé. Mais savoir mesurer la masse d'une planète et connaître, c'est une très bonne façon d'avoir la tête dans les étoiles. Merci. Retournons ensemble 80 ans en arrière, lors de la retirada. Imaginez, vous êtes un civil espagnol, républicain, bien évidemment, vous avez une famille. Et là, vous apprenez que votre pays est menacé. Mais par quoi, me direz-vous? Eh bien, par un coup d'État et une guerre civile. Alors, au début, vous penseriez que ce coup d'État ne durera pas. Mais au fur et à mesure des défaites, vous prenez peur. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Le premier est de traverser l'Espagne pour fuir jusqu'à la frontière française. Le deuxième est l'attente. Solution à court terme, vous choisissez l'attente. Vous y croyez toujours. Mais vous apprenez que Franco veut conquérir votre région. Et alors là, vous choisissez la première option. Et vous traversez toute l'Espagne avec votre conjoint et vos enfants jusqu'à la frontière française. Vous avez peur, car vous savez qu'ils sont derrière vous. À tout moment, ils peuvent surgir et vous attraper. Et là, vous arrivez en janvier 1939 à la frontière. Mais, horreur, elle est fermée. Alors vous prenez peur. Et de plus, vous apprenez que en fin janvier, le 26 exactement, le front catalan s'effondre et Barcelone tombe aux mains de Franco. Mais là, vous prenez extrêmement peur. Le 27, la frontière s'ouvre pour les femmes et les enfants. Alors vous poussez votre compagne et vos enfants à passer la frontière. Alors vous vous retrouvez seul. Le stress augmente. Certains n'hésitent pas à se mutiler pour paraître blessés et passer. Mais heureusement, le 5 février 1939, la frontière s'ouvre aux Américains. Alors vous passez. Mais là, vous vous retrouvez dans un camp.
dans des conditions extrêmes. Et là, je vous le demande. Pensez-vous qu'un peu de pain, un peu de purée et un peu d'eau est suffisant? Ou encore une seule couverture pour dormir dans nos Pyrénées catalanes si froides est facile à vivre? Eh bien non. Mais le plus dur reste que vous êtes éloigné de votre famille, selon si vous êtes un homme, une femme ou encore un enfant âgé de moins de 8 ans. Un jour, on vous donne l'autorisation de sortir du camp. Mais vous n'avez plus rien, donc vous allez vers la ville la plus proche. Mais là, vous vous sentez observé, jugé et même insulté. Mais alors, vous avez un sentiment de honte qui se crée. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est le jugement de la société. Alors, vous ne parlez plus espagnol à vos enfants, vous ne transmettez même plus les mêmes normes et valeurs que vous avez reçues. Vous les remplacez par des normes et valeurs françaises. À la suite, vos enfants seront sûrement acceptés dans la société, mais ils auront perdu leurs racines. Je suis ici pour vous parler de l'histoire, car il faut apprendre de ses erreurs. Et cette histoire a marqué à jamais notre culture et notre région. Bonsoir à tous, on se retrouve pour commenter le match de Saint-Étienne-Strasbourg. Il est 21h ici au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Ce soir, le 5 juin 1981, Saint-Étienne gagnera-t-il pour la 10e fois le championnat de Ligue 1? Bien évidemment, les Stéphanois ont gagné ce match et sont les seuls à avoir obtenu la prestigieuse étoile de champion. L'unique club français à l'avoir remporté, c'est bien l'association sportive de Saint-Étienne. C'est par ce club que se sont révélés les phénomènes du football français Michel Platini, Jérémy Aznar, qui ont permis au club de dominer la scène européenne et française du football pendant 30 ans. Plus récemment, les recruteurs ont fait briller les pépites Dimitri Payet ou Blaise Matuidi. Mais savez-vous comment s'est développé le club de Saint-Étienne? Vous allez être surpris. Des employés du groupe Casino, oui Casino Hypermarché, ont formé une équipe amateur en 1920. Puis, ayant eu quelques bons résultats, Casino a investi des sous dans cette équipe, en mettant à leur disposition de nouvelles installations, mais surtout en achetant des meilleurs joueurs. La construction du stade Geoffroy-Guichard en 1930 amena des recettes de plus en plus importantes. Le club commença à s'enrichir, à devenir plus imposant. Petit à petit, le club fait son chemin. Match après match, victoire après victoire, dans la joie comme dans la douleur, le club devient populaire et est reconnu dans toute l'Europe. Entre 1950 et 1980, s'écoulent 30 ans. Ce n'est pas la période des 30 glorieuses, non. Mais c'est plutôt les 30 années où le club de Saint-Étienne atteindra son apogée et régnera en maître niveau trophée sur l'Europe. Avec 10 championnats de France, 5 coupes de France, 6 trophées des champions et 6 autres coupes, vous comprenez que le porte-monnaie de la SSE s'est bien rempli. Sachant qu'un titre de champion de France rapportait 9 millions d'euros. 10 fois 9 millions d'euros, calculé, ça fait beaucoup. Nous savons tous qu'un club de football qui a de l'argent occupe une place très importante. Pour continuer d'évoluer, la SSE a utilisé 3 grandes méthodes. La première méthode, c'est la plus ancienne, c'est la billetterie, c'est-à-dire la vente de tickets au stade pour voir le match. Ces chiffres datent de 2016. Cela représentait 7,8 millions d'euros. La seconde méthode, les recettes les plus importantes, sont les droits télé. Chaque match est retransmis à la télévision. Les chaînes achètent le match pour pouvoir être les seuls à le diffuser et que vous puissiez voir le match. Cela représente plus de 31,5 millions d'euros. La dernière méthode, ce sont les frais de transfert. Vous savez évidemment que transférer un joueur selon son niveau a un prix exorbitant, comme le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain de 222 millions d'euros par exemple. La SSE a réalisé un bénéfice de 18 millions d'euros. Son bilan des recettes totales était alors de 80 millions d'euros. Tout ça pour dire que la SSE, c'est plus qu'un club, c'est une puissance historique et économique dans le football. Ils les ont éduqués d'une certaine manière. Et vous êtes-vous déjà demandé si dans un autre pays, avec des repères complètement différents, vous y seriez pris de la même façon? Ce questionnement est au cœur de mon TPE,
car ce sujet m'a concernée et me concerne encore. Je me suis donc demandé qu'est-ce qui pouvait influencer l'éducation d'un enfant à travers le monde. Pour cela, j'ai pris plusieurs pays avec des cultures totalement différentes. Alors plongeons-nous dans deux univers. D'abord, une famille qui vit au Burkina Faso, qui a peu de moyens et qui élève leurs enfants selon des valeurs religieuses et communautaires. Ensuite, prenons une famille française qui est souvent constituée d'un père et d'une mère et qui élève leurs enfants selon les principes de la psychologie de l'enfant. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails, mais c'est comment se comporte leur enfant. Selon ces critères, les parents vont donc amener à leur enfant les valeurs du pays. Ils ne seront donc pas éduqués de la même manière, et ce n'est pas en fonction des revenus de la famille. Mais un autre critère rentre en jeu, et c'est celui de la structure familiale, autrement dit, comment se construit une famille. Il existe beaucoup de structures différentes dans le monde, mais je suis sûre que vous en connaissez quelques-unes, notamment la famille recomposée, l'homoparentalité avec des parents du même sexe, et même la famille polygame. Selon tous, il en existe encore plus que j'explique dans mon TPE. Mais alors, prenons un enfant qui vit en Corée du Sud. Tout comme en France, l'enfant est éduqué par son père et sa mère, selon une structure nucléaire. Mais pour nous donc, c'est classique. Mais pour un enfant qui vit en Thaïlande, par exemple, pas du tout. Car celui-ci sera éduqué surtout par ses grands-parents qui vivront dans la même maison. Encore plus différent, revenons-en au Burkina Faso, puisque l'enfant ici n'est même pas éduqué par ses propres parents, mais par ses oncles et ses tantes, et toutes les générations vivent sous le même toit. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez le dicton africain qui dit « qui n'a pas de maman n'a pas cherché ». Alors selon tous ces critères, les enfants ne seront pas éduqués de la même manière. Donc, nous avons fondé notre TPE sur une réflexion de structure familiale et de culture. En effet, on se plonge beaucoup actuellement dans l'éducation scolaire, qui est certes très importante. Mais quand on y réfléchit bien, l'éducation familiale vient d'abord et c'est ce que l'enfant reçoit en premier. Ainsi, les parents inculqueront à leur enfant des valeurs qui seront propres à leur pays. Alors que l'on soit d'une famille religieuse comme en Thaïlande, athée comme en France, communautaire comme au Burkina Faso, ou même strict et perfectionniste comme en Corée du Sud, tous les enfants recevront une éducation différente et deviendront plus tard des adultes avec les valeurs de leur pays. Rappelez-vous, 3 ans en arrière, en 2016, aux États-Unis, les citoyens furent appelés aux urnes afin de décider de qui serait leur prochain dirigeant pour les 4 ans à venir. Cette élection était l'une des plus importantes pour leur pays. D'un côté, Hillary Clinton, de l'autre, Donald Trump. Les polémiques, le buzz, ainsi que le charisme y étant aussi, mais surtout le buzz, Donald Trump fut élu. Depuis sa candidature et jusqu'à aujourd'hui, il crée un nombre inconsidérable de polémiques, surtout avec son rêve de bâtir un mur à la frontière américano-mexicaine. Aujourd'hui, ce projet soulève beaucoup de questions. Le pays de la liberté refusant des migrants, le prix que cela va coûter, la division des membres de la Chambre des représentants, l'appropriation des terres à la frontière, l'impact sur l'environnement et la biodiversité que cela aura, etc., etc. La construction du mur coûterait à peu près dans les 12 milliards à construire selon les experts. On peut alors se demander pourquoi les États-Unis veulent autant fermer l'immigration. Eh bien, il faut quand même se rappeler qu'avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient l'un des pays les plus isolationnistes au monde, fermés aux autres, avec très peu de contact avec les autres puissances. En 1921, le Quota Emergency Act est voté et il fait passer le nombre de migrants aux États-Unis de 900 000 à 375 000. Mais pourquoi vouloir restreindre autant le nombre de personnes pouvant rentrer dans cette terre d'immigration? Eh bien, c'est tout simplement à cause des tensions que cela pouvait générer. En effet, une grande majorité de la côte est des États-Unis étant des Européens d'origine, cela aurait pu créer des tensions et des conflits entre les habitants de différentes nationalités. Mais pourquoi vouloir fermer l'immigration à l'Amérique latine? En effet, aucun pays de cette région du monde n'est en guerre. Oui, mais le niveau de vie est bien inférieur en Amérique latine qu'aux États-Unis, et n'oublions pas que le Mexique est le deuxième pays le plus meurtrier au monde après la Syrie. La peur est donc un argument de béton pour propager ces idées isolationnistes.
Aujourd'hui, le peuple américain est séparé en deux face à ce problème. En effet, un Américain ne veut pas se déclarer neutre dans cette affaire. On a donc pu assister depuis 2007 à des manifestations qui étaient d'abord pour supporter les idées d'un des deux candidats de la finale électorale. Aujourd'hui, on assiste aux mêmes démonstrations entre pro-migrants et pro-isolationnistes. Ainsi, aussi, les médias propagent leurs idées grâce à ce problème. Il est donc très important de se renseigner sur le sujet dans son intégralité afin de pouvoir créer son propre avis. Merci à tous. Pour commencer, revenons d'abord au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Entre l'invention de la machine à vapeur, de l'électricité et du téléphone, il y a une invention que l'on oublie bien souvent dans les livres d'histoire. C'est celle du football. D'un petit endroit en Angleterre à des centaines de millions de spectateurs, la route a été bien longue. Quand on parle de foot, on entend souvent « il y a beaucoup trop d'argent dans le football » ou encore « les footballeurs gagnent trop d'argent ». Mais vous êtes-vous jamais demandé comment les clubs gagnent tant d'argent? Pour ce TPE, il nous fallait un club en exemple. Et quel meilleur club que l'illustre club de l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, le seul club qui a cette magnifique étoile sur son logo. 10 fois champion de France, vous vous rendez compte? Or que des grands clubs comme l'AS Monaco ou le PSG n'en ont que 8 et 7. Et cette finale, vous vous souvenez? À Glasgow, devant 30 000 supporters, contre le grand Bayern et ses poteaux. Si seulement ils avaient été ronds. Et ce stade, Geoffroy Guichard, un des plus beaux d'Europe. Tellement chaud qu'on le surnomme le chaudron. Mais comment ce club gagne tant d'argent? Il y a 5 différentes méthodes pour les clubs de gagner de l'argent. La première, et la plus logique, c'est la billetterie. Quand les clubs vendent des places pour assister à leurs matchs. Les places de la Saint-Étienne ne coûtent que 10, 15 euros. Mais sur une année, elles rapportent près de 9 millions d'euros par an. Ensuite, il y a les recettes commerciales, que ce soit les boissons vendues à la mi-temps, les vêtements ou les maillots, et même les produits dérivés comme des stylos, des ballons, des tasses et même des bijoux. Tout ce business rapporte près de 9 millions d'euros par an à la Saint-Étienne. Ensuite, tous les clubs professionnels touchent ce qu'on appelle des droits TV. C'est les chaînes qui payent le club pour pouvoir voir leurs matchs sur leurs antennes. Les chaînes donnent près de 30 millions d'euros par an à la Saint-Étienne pour pouvoir diffuser les matchs sur leurs antennes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les royalties, aussi appelées redevances financières. Ce sont des sortes de contreparties que donnent des associations au club. Ceci rapporte près de 18 millions d'euros au club. Pour terminer, il y a les frais de transfert que les clubs donnent pour acheter des joueurs à la Saint-Étienne. Tout cet argent leur rapporte 18 millions d'euros par an. Pour conclure, je dirais que malgré tout l'argent qu'il y a dans le football, il reste le sport le plus populaire. Et si Karl Marx était encore avec nous, il dirait certainement que le football est l'opium du peuple. Merci beaucoup. Allez, on vous demande le silence, on va commencer. Je me dis quand t'es pas tout seul. C'est bon? Bonjour les inconscients. Vous en avez pas marre de jeter tout ce qui vous passe par la main et consommer sans modération? Réduire les déchets. Cela fait 6 mois que j'y travaille tous les mardis. Mais un déchet, c'est quoi? La semaine dernière, j'ai vu 2 garçons se traiter de déchets, mais je n'ai pas compris pourquoi, parce que ce ne sont pas des objets ou substances qui ont subi une altération physique ou chimique. Ils ne sont pas destinés à être éliminés ou à être recyclés. Bon, plus simplement, un déchet, c'est un objet dont on n'en a plus besoin et qui est fait pour l'élimination ou être recyclé. Mais pensez-vous vraiment que notre mode de consommation est-il durable pour la planète? Je vais commencer par parler des déchets textiles. Les déchets textiles sont très importants. Quand je parle de déchets textiles, je veux parler des vêtements, linge de maison ou chaussures. Vous savez, ce dont on achète mais qu'on n'en a pas tellement besoin. Savez-vous qu'il y a chaque année en France 700 000 tonnes de déchets sont achetées, mais seulement un quart sont recyclés, ce qui est vraiment énorme.
chaque personne recycle environ 2,5 kg de déchets par an, c'est-à-dire 2 tenues, ce qui est vraiment énorme. Alors, alors si Nike, Zara, Mango sortent leur nouvelle collection, vous réfléchirez avant de l'acheter parce que saviez-vous que 60% des personnes ont des habits dans leur armoire et ne les utilisent même pas. Dans un second temps, je vais parler des déchets hygiéniques. C'est tout aussi important. Quand je vais parler des déchets hygiéniques, je vais parler des shampoings qui sont emballés dans des plastiques, alors que vous pourriez très bien acheter des shampoings, des savons solides artisanaux. Quelle est la différence? Vous sentirez bon quand même. Et ensuite, je vais aussi vous parler, parce que dans cette salle, je pense qu'il y a la majorité de sportifs, des déodorants. Savez-vous qu'il y a environ les Français achètent environ 320 000 déodorants par jour, soit 2 déodorants par personne, ce qui est énorme, alors que nous pouvons trouver des alternatives totalement naturelles. Pour finir, je vais parler des déchets ménagers, les déchets qu'on trouve dans la cuisine. Savez-vous qu'il y a environ chaque année, il y a 9 millions de tonnes depuis 1950, 9 millions de tonnes sont accumulées de plastique, ce qui est vraiment énorme. Et seulement 9% de ces déchets plastiques sont recyclés. Quand je parlais de votre cuisine et de vos déchets, je parlais que par exemple, il y a un paquet de madeleines et dans votre paquet de madeleines, les madeleines sont encore emballées, ce qui ne sert strictement à rien. Donc je vous ai parlé de certains chiffres à différentes échelles pour que vous compreniez à quel point de petites choses banales ont un impact dans la vie, de petites choses que vous pouvez tous changer chez vous peuvent faire un impact dans le monde et en France, mais pour que cela ait un impact dans le monde et en France, il faut que cela ait un impact chez vous. Il y a quelque temps, j'ai voulu lire une BD d'essai comics qui appartenait à mon père. J'ai pris le temps de la lire. Il faut savoir que j'aime beaucoup le dessin. Et j'ai remarqué quelques petites choses. En y repensant, elles apparaissent beaucoup trop souvent dans ces BD, le monde des héros. Je suppose que vous avez déjà dû les remarquer si vous en avez déjà lu. La première chose qui m'a sauté aux yeux est la corpulence des personnages. Les femmes sont comme ça, et les hommes sont comme ça. Ça m'a un peu fait rire, j'avoue, parce que dans la réalité, c'est pas tellement comme ça. À part quelques rares exceptions, ou dans les pubs. Mais bon, bref. En fait, ce sont des images. Oui, en même temps, c'est une BD, mais je veux dire, c'est une perfection. Image parfaite de l'homme et de la femme. J'ai eu l'impression que la femme était souvent mise à l'écart. Je ne suis pas féministe, ne vous inquiétez pas. Enfin voilà. Après, je me suis dit qu'il y avait sûrement plusieurs autres choses à dire à ce sujet. Et voir aussi peut-être l'évolution. Parce que la BD que j'ai lue, elle date du 20e. Aujourd'hui, on est au 21e. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films. Vous connaissez sûrement l'univers des Marvel. Du coup, j'ai voulu étendre mon sujet là-dessus aussi. Et ainsi continuer là-dessus. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus et je vais continuer à vous parler sur le physique. Comme je l'ai dit avant, le physique était très stéréotypé, selon l'idéal à atteindre. Les femmes sont minces et bien proportionnées. Les hommes, vous ne les verrez jamais sans abdos. Faut se l'avouer. C'est pas du tout diversifié. Dans les films, comme ce sont de vrais acteurs, les personnages ressemblent moins à des extraterrestres. Mais en réalité, on retrouve toujours un peu la même chose. Heureusement, je pense que vous l'avez remarqué, on voit du nouveau. Comme par exemple Supergirl, qui est le personnage principal et qui a des pouvoirs de force, comme Superman.
En voyant ça, c'est super, mais attendez de savoir la suite. Il y a quelque temps, je ne sais plus de quel film il s'agissait, mais le personnage était une femme qui était en fait très vêtue, très couverte. Et ça avait fait polémique. Ça avait fait perdre énormément d'argent à la production car très peu de vues, malheureusement. En voyant ça, ça dit tout. En réalité, c'est une grande facette. Il y a également le point moral. Les femmes sont plus maniaques, ont un langage plus soigné, etc. Enfin voilà. Et en disant tout ça, bien sûr, je n'ai pas tout dit, mais on pourrait se demander comment ça évoluera. Est-ce que les représentations seront plus ouvertes, plus matures? C'est à vous d'en juger. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais me demander ce qu'est l'éducation. Donc, vous allez peut-être faire le lien avec l'éducation que l'on apprend ici, au lycée, donc l'éducation scolaire. Moi, je vais plutôt faire le lien avec l'éducation familiale, c'est-à-dire l'éducation l'éducation qu'un enfant reçoit par sa famille depuis qu'il est né jusqu'à l'âge adulte. C'est plutôt à celle-là que nous allons nous intéresser. Dans notre groupe, pour les TPE, nous nous sommes aussi demandé si cette éducation était la même dans le monde entier. Après plusieurs comparaisons entre les pays, nous sommes vite rendus compte que l'éducation était très différente en fonction du pays. Nous sommes donc demandé quels sont les facteurs qui influencent l'éducation des enfants dans le monde. Tout d'abord, nous avons trouvé que la culture du pays et la culture de la famille dans laquelle l'enfant se trouve est très importante. Par exemple, savez-vous où sont les meilleurs élèves du monde? Ils se trouvent en Corée du Sud. Là-bas, l'école et les études sont des facteurs très importants de l'éducation. Le problème, c'est que ces enfants coréens sont sous pression constante et n'ont le droit qu'à très peu de sorties et doivent toujours plus travailler. Et savez-vous que c'est en Corée du Sud que le taux de suicide chez les jeunes est le plus élevé? Il était en 2016 de presque 8% pour les jeunes de 9 à 24 ans. Pourtant, les parents ne veulent pour leurs enfants que les meilleures études pour finalement que ces derniers aient un avenir meilleur. Ceci est un choix complètement culturel et c'est comme ça que les parents éduquent leurs enfants en Corée du Sud. Nous avons vu aussi qu'un autre facteur influence l'éducation des enfants, la structure familiale. Il en existe plusieurs, comme par exemple les familles élargies. Ce sont des familles avec plusieurs individus qui ont donc des liens de parenté, mais avec des degrés différents et qui vivent tous ensemble. En Polynésie, par exemple, on retrouve beaucoup de familles élargies. Là-bas, on retrouve aussi des personnes qui peuvent être autant monogames, donc n'avoir qu'une seule femme ou qu'un seul mari, mais aussi polygames, avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris. Donc maintenant, imaginez-vous, un homme qui serait polygame et qui vivrait dans une famille élargie en Polynésie. Il vivrait donc avec les enfants de toutes ces femmes, ses grands-parents, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses propres parents. Bon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais au moins pour les réunions familiales, c'est pas très compliqué. On peut donc voir qu'un enfant qui sera éduqué dans ce milieu sera donc éduqué quand même assez différemment d'un enfant qui est éduqué dans un milieu comme le nôtre, avec une structure assez simple. Donc nous, en général, on est plutôt éduqué qu'avec nos parents. Enfin, tout ça pour dire que finalement, l'éducation des enfants varie beaucoup d'un pays à l'autre. Surtout par la structure familiale et la culture familiale de l'enfant. Dans le monde, il y a environ 2,2 milliards d'enfants, mais finalement, chacun sera éduqué différemment. Bonjour, je pratique le triathlon.
J'ai donc réalisé un TPE sur le foot. Plus particulièrement sur l'AS Saint-Étienne. C'est le club français ayant le plus de récompenses. Vous le connaissez peut-être par son surnom, les Verts. Il est le seul club français à avoir obtenu l'étoile d'or, celle que l'on obtient après avoir gagné la Ligue 1 10 fois. Nous nous sommes donc alors demandé comment s'est développée l'économie dans un club de football professionnel. Pour commencer, un peu d'histoire. En 1919 est créée la Fédération française de football. Le club est créé l'année d'après par les employés du magasin Casino de Saint-Étienne. D'autres clubs avec pour nom l'amicale des employés de la Société des magasins Casino. D'autres clubs sont nés grâce aux employés, comme le FC Sochaux, par ceux de Peugeot. Le premier président de ce club est Geoffroy Guichard. Il donnera son nom au stade créé en 1931. Il fait partie des clubs les plus vieux, les clubs de foot les plus vieux en France. Le plus vieux étant le Havre, créé en 1873. Mais il y a aussi de grands clubs nés beaucoup plus tard, comme Montpellier, créé en 1974. En 1933, le club est obligé de changer de nom, car la Fédération française de football interdit les noms commerciaux pour nommer un club. Il se transformera donc en Association sportive de Saint-Étienne. Comme tout bon club de football, il a un derby, plus gros rival proche géographiquement. Pour lui, c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais. Maintenant, un peu d'économie. Pour commencer, la Saint-Étienne a un statut d'entreprise assez spécial. C'est une SASP, Société Anonyme Sportive Professionnelle. Tout club ayant des revenus supérieurs à 1,2 million d'euros ou un montant des salles, une rémunération à s'il redistribue plus de 800 000 euros pour ses employés, ils sont obligés de créer une SASP. La plupart des clubs de Ligue 1 sont des SASP ou d'entreprises plus grosses, ou des entreprises plus grosses. Vous voulez peut-être savoir le chiffre d'affaires de l'AS Saint-Étienne. Eh bien, il est de 78 millions d'euros. À titre de comparaison, pour l'Olympique Lyonnais, il est de 250 millions d'euros. Et si l'on prend une entreprise que tout le monde connaît comme Renault, pour eux, il est de 51 milliards d'euros. Vous allez me dire, la principale source de revenus sont les sponsors. Eh bien non, ils ne correspondent qu'à 11% du chiffre d'affaires. La plus grosse source de revenus est les droits TV. Il s'agit de ce que les télés payent aux clubs pour pouvoir retransmettre leurs matchs. La deuxième plus grosse source de revenus est les frais de transfert. Il s'agit de ce que le club acheteur donne au club vendeur pour pouvoir rompre le contrat avec un joueur et récupérer le joueur. Maintenant, le sponsoring. Il existe deux types de sponsoring. Les royalties et les merchandising. Les royalties sont ce qu'une entreprise donne au club pour pouvoir ensuite avoir les droits d'auteur du nom, du logo ou du nom d'un des joueurs. Les merchandising, eux, sont ce que les entreprises donnent au club pour ensuite avoir leur nom sur les maillots, les ballons, le stade, etc. Merci de votre écoute. Bonjour. On aime tous aller faire du ski l'hiver avec notre famille ou nos amis. Mais on doit se demander si dans 10, 20 ou 30 ans, on pourra continuer à profiter de ce loisir et de la même façon. On va donc se demander comment font les stations de ski pour survivre dans ce monde qui change chaque jour. Mes camarades et moi habitons en Cerdagne. On est donc très proche de ce sujet et de certaines pistes de ski comme Portet-Pumorens ou bien Font-Romeu. Mais pour notre TPE, nous avons choisi de voyager à travers nos recherches et de découvrir des nouvelles pistes comme Whistler au Canada ou bien une qui risque d'en surprendre quelques-uns au Caire, la capitale égyptienne. Les pistes comme Portet ou Font-Romeu sont plutôt petites, ce qui nous a permis de les comparer à une de plus grande taille comme Whistler ou une qui fonctionne différemment et qui a besoin d'un entretien beaucoup plus cher comme celle du Caire. En effet, les pistes de ski doivent faire face aux difficultés économiques, mais aussi au réchauffement climatique. Ce phénomène météorologique est de plus en plus dangereux pour les stations de ski qui dépendent fortement du climat, car on sait tous que sans neige, on ne skie pas.
Les pistes de ski doivent faire face aux difficultés économiques et environnementales, donc on a choisi de les étudier en deux parties. D'un côté, l'aspect économique et d'un côté, l'aspect environnemental. En effet, les stations de ski sont très chères à maintenir, mais si l'on rajoute à ce coût le prix mis en place pour faire face aux difficultés environnementales, on se retrouve avec une grande somme d'argent à gérer. Les nouvelles technologies mises en place pour faire face aux difficultés environnementales et pour maintenir les pistes ouvertes sont très chères. De plus, les pistes de ski souffrent de plus en plus d'un manque de neige qui les retarde ou même annule leur ouverture. C'est pour cela que les pistes sont dotées de canons à neige, qui sont des machines qui fabriquent de la neige grâce à de l'eau et de l'air froid comprimé. Mais cela peut sembler la solution miracle. Mais leur coût en argent et en énergie est bien trop élevé. Donc les stations de ski utilisent d'autres méthodes comme celle qui m'a le plus marqué, le snow farming, qui consiste à mettre la neige sous une couche de suire de bois pour la maintenir et qu'elle ne fonde pas. Dans notre TPE, nous allons vous montrer toutes les difficultés et enjeux auxquels sont soumises les pistes de ski au XXIe siècle. Je vous invite donc à lire mon TPE. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer le choix de mon TPE et les différences qu'on retrouve dans la société. Avec mon groupe, on s'est intéressé à l'éducation de l'enfant. Vous voyez bien qu'autour de vous, chacun de vous est différent. Et même si vous regardez dans les autres pays, vous voyez bien que les enfants n'ont pas du tout la même façon de vivre que vous. Vous savez aussi que l'éducation est un geste créé par l'homme pour développer un maximum de connaissances, que ce soit au niveau culturel, social ou plein d'autres choses. Vous voyez aussi que l'on évolue avec l'âge. Vous l'avez remarqué, j'espère. Regardez, à l'âge de 4-5 ans, on ne pense pas pareil qu'à l'âge de 15-16 ans. Et c'est encore plus changeant à l'âge adulte. Eh bien, on s'est alors posé une question par rapport à l'éducation de l'enfant, qui est comment se forme l'éducation de l'enfant dans les différents pays du monde. En effet, on sait que l'éducation de l'enfant varie en fonction des pays, comme la culture ou par exemple les différents types de familles. Les enfants jouent un rôle très essentiel dans les familles. Et pour certaines familles, ils sont très importants. Chacune des familles est très différente, que ce soit au niveau de la culture, des traditions ou encore de l'éducation. Par exemple, prenons l'exemple de la Thaïlande, qui est un pays émergent. Là-bas, l'enfant est là pour aider la famille et donne beaucoup de respect aux personnes plus âgées. Prenons un second exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui est un pays riche et développé, là-bas, les enfants sont beaucoup plus enfermés sur eux-mêmes, vous voyez, et travaillent beaucoup à l'école et en dehors de l'école pour leur avenir. On peut alors penser que l'éducation de l'enfant varie selon le milieu économique du pays. Mais ce n'est pas vrai du tout. Regardez, la France, qui est un pays riche, n'a pas du tout le même type d'éducation que la Corée. C'est car la France est un pays laïque. C'est-à-dire que l'enfant en France est considéré comme un homme qui va créer une famille et qui va apporter du bonheur, et non pas comme un cadeau de divinité. On a alors remarqué que la culture du pays dépend totalement de l'éducation de l'enfant. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les structures familiales, c'est-à-dire les familles nucléaires, un couple avec ou sans enfants, les familles monoparentales, un parent avec un ou plusieurs enfants, les familles recomposées, c'est une famille constituée d'un couple avec un enfant ou plusieurs enfants, donc un des conjoints et le parent. Et enfin, les familles élargies, c'est plusieurs personnes vivant sous le même toit. Des études ont alors remarqué que selon la structure familiale, l'enfant ne ressent pas du tout la même chose et donc forcément n'a pas du tout la même éducation. Vous l'aurez alors compris que l'éducation varie du milieu social dans lequel l'enfant vit, mais également de la culture du pays et de la structure familiale. Quand tu es prêt. C'est bon ? Bonjour. Alors, si je vous dis Batman, Superman, Wonder Woman, vous savez tous de quoi je vais vous parler. Si ces personnages vous disent quelque chose, c'est tout simplement parce que depuis notre plus tendre enfance, nous les côtoyons. De génération en génération, nous suivons ces super-héros à travers des films,
des bandes dessinées ou encore des séries télévisées. Mais savons-nous vraiment qui sont ces personnages? Ces personnages sont tout simplement des super-héros. Et les super-héros sont juste des personnages dotés de super-pouvoirs qui possèdent juste un masque, un costume et un pseudonyme. Mais derrière ces super-héros se cachent deux grandes maisons d'édition qui sont Marvel et DC Comics. Et avec des choix de scénarios très particuliers. À travers ces films, on peut remarquer certaines inégalités entre l'homme et la femme. Car l'homme va posséder des pouvoirs qui peuvent être, par exemple, qui sont bien supérieurs à la femme, et la femme va être plus mise en retrait, comme on peut le voir, par exemple, dans les années 40, à travers certains films où la femme était vue comme étant faible, soumise à l'homme, et servait juste de faire valoir aux super-héros. Mais depuis que la guerre mondiale a éclaté, il y a eu l'apparition de Miss America, qui a été une femme forte, qui a su se démarquer, comme d'autres femmes dans la vraie vie d'ailleurs. Le droit de vote des femmes a aussi permis une certaine évolution pour la femme. Vous pouvez aussi vous demander comment les créateurs de ces films ont fait pour attirer le public, tout simplement en utilisant la femme, car la femme va être dotée d'un physique assez attirant, elle va être belle, intelligente, drôle, et cela va donc attirer le public. Mais l'homme va quand même rester supérieur, comme on peut le voir avec Spider-Man par exemple, qui lui a été mordu par une araignée radioactive, ce qui lui a donc permis d'avoir des super pouvoirs. Comme on peut le voir dans les films, il tire des toiles d'araignée grâce à son poignet. Mais les super-héros restent quand même sont souvent classés prioritaires comparés aux femmes, comme on peut le voir grâce au test de Bechdel, qui nous a fait remarquer que même les filles considéraient les super-héros comme étant importants, comme on peut le voir par exemple avec les filles de 13-14 ans, qui classent Spider-Man par exemple en 3e de leur top 3 de super-héros. Cela peut être étonnant car cela est dû au fait que les parents éduquent leurs filles comme des hommes, car ils leur disent souvent tu seras un homme ma fille. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que dans cette salle, la majorité d'entre vous sont déjà allés skier avec votre famille, vos amis, ou bien même vos enfants. Ou bien pratiquez-vous le ski presque quotidiennement pour vous entraîner. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé quel était l'avenir des stations de ski et est-ce que nos enfants pourront toujours skier dans les années à venir? Donc pour ce TPE, nous nous sommes demandé quelles étaient les difficultés et les enjeux économiques et environnementaux des stations de ski. Donc dans un premier temps, nous avons étudié des stations plutôt locales comme Portet-Puymorens ou Formeux. Puis nous sommes partis à l'autre bout du monde pour les comparer à une station beaucoup plus grande comme Whistler au Canada ou une station beaucoup plus surprenante comme celle du Caire qui se situe dans un centre commercial en Égypte et qui est totalement artificiel. Donc notre TPE s'est essentiellement basé sur deux interviews, l'un avec Eric Charles, le directeur de la station de Portet-Puymorens, et l'autre avec Vincent Tassard, le PDG de l'entreprise qui a créé la station de ski du Caire et qui est aussi directeur d'une station dans les Hautes-Pyrénées. Donc dans un premier temps, les stations de ski doivent faire face au réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique entraîne, les chutes de neige sont de moins en moins abondantes et de plus en plus tardives et irrégulières. Or, sans cet or blanc, les stations sont dans l'incapacité d'ouvrir. Donc oui, il existe des solutions comme préparer les pistes en été pour que l'enneigement soit plus efficace en hiver. Mais l'une des plus connues des solutions, c'est le canot à neige. Donc le canot à neige, c'est très bien, mais
Une station comme Fort Romeu aujourd'hui en possède plus de 500 et lorsqu'il fait froid, elle est capable d'enneiger tout son domaine skiable. Cependant, ce n'est pas la solution miracle car ça consomme beaucoup d'électricité et d'eau et ça favorise donc le réchauffement climatique. Et ensuite, l'autre facteur qui met les stations de ski en difficulté, c'est la clientèle. Les gens skient de moins en moins et donc par conséquent les stations de ski doivent investir en permanence pour attirer le plus de clientèle, ce qui les met dans un cercle vicieux et elles s'endettent souvent beaucoup. Donc pour conclure, les stations de ski sont souvent très fragiles et doivent souvent s'endetter pour s'en sortir et certaines d'elles ferment. Mais une station de ski représente souvent beaucoup d'emplois et beaucoup d'enjeux pour un territoire. Merci de vous taire. S'il vous plaît. Merci. Ça marche? Bonjour à tous, je vais vous présenter mon TPE en 180 secondes. Pour commencer, connaissez-vous Shaun White? Shaun White est un grand snowboarder qui a révolutionné son sport. Il est aussi très fort en skateboard. On va pouvoir se demander comment les carrières des pratiquants de sport extrême ont-ils évolué avec l'exemple de Shaun White. On va maintenant passer un peu d'histoire. Du côté historique, on sait très bien que le snowboard est arrivé après le ski, mais il a quand même une grande influence. On a souvent des snowparks dans beaucoup de stations de ski, alors qu'on aurait pu appeler ça aussi des ski parks, car beaucoup de skieurs empruntent les bosses. Du coup, on a ici un petit quiproquo. On peut maintenant passer au... Le snowboard est aussi un business, car les plus grandes marques de sport extrême se ruent sur les talents pour les sponsoriser et faire montrer leur marque. On peut aussi parler du matériel. Le matériel est simple, on a une planche et des chaussures et le tout est presque joué. Il ne manque plus qu'à savoir en faire. Pour conclure, on peut dire que Shaun White est un grand snowboarder et qu'il est admiré par de nombreux jeunes. Pour eux, Shaun White est leur Eldorado, même si cet Eldorado est possible contrairement à la littérature, où il est fictif. Voilà.